lecture du CTMU de Christopher Langan, nous cherchons à définir une supertautologie, c'est-à-dire l'infrastructure générale de la réalité, qui vérifie qu'elle soit exhaustive, fermée, consistante, donc les 3 C que possèdent les tautologies logiques, qui assurent qu'elles forment ensemble une théorie du vrai. Et là, on veut aussi une théorie vraie sur la réalité en général. Donc on veut 3 principes qui sont corrélés. Donc aux 3 C logiques, on s'attend à définir les 3 M, map, M égale R et MU. Et pour définir ces 3 principes, il y a quelques principes préliminaires à parcourir. Le principe de réalité, principe de réductibilité linguistique et principe de syndiphéonèse. 3 principes préliminaires pour se donner un cadre dans lequel définir justement ces 3 principes qui définiront la supertautologie, c'est-à-dire l'architecture générale sur ce qu'est la réalité. Donc, principe de réalité. La réalité, c'est-à-dire l'univers réel, contient tout et seulement ce qui est réel. Le concept de réalité est analytiquement autonome. S'il y avait quelque chose hors de la réalité qui était suffisamment réel pour affecter ou influencer la réalité, il serait à l'intérieur de la réalité, et cette contradiction invalide toute supposition d'une réalité externe jusqu'à la pertinence d'observation ou théorique. Notre théorie de la réalité est un objet d'étude, la réalité, et le principe de réalité affirme que la réalité contient tout, c'est-à-dire qu'elle est maximalement inclusive de toutes les extensions, tout ce qui est réel va être inclus dans cette réalité, et seulement ce qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a une séparation d'un prédicat être réel versus être non réel. Donc on a une distribution du prédicat être réel sur l'ensemble de l'univers réel, de toute la réalité, ce qui forme une graine séminale de la théorie de la réalité, ce principe de réalité. Et les conséquences de ce principe sont que la réalité est analytiquement autonome, ou auto-inclus, c'est-à-dire on a une différence entre les concepts qui sont analytiques, c'est-à-dire que vous trouvez ce concept à l'intérieur de l'objet d'étude, et les concepts qui sont synthétiques, c'est-à-dire que vous avez 2 objets différents, et vous pouvez déduire, à partir d'un 3e objet, peut-être le médium dans lequel ces 2 objets sont donnés, des propriétés de ces 2 objets. Les propriétés, par exemple, vous avez un point, vous avez 2 points. Vous pouvez me dire que à partir de ces 2 points passe une droite. Ça, c'est une propriété synthétique, parce que ce n'est pas à l'intérieur du concept du point même que vous avez cette propriété. La réalité ne va pas être comme ça. Si vous dites que la réalité c'est un point, toutes les réponses sur la réalité, ça va être inclus dans le point même. Il n'y a pas un 2e point qui serait l'irréel, à partir duquel vous pouvez déduire quelque chose sur la réalité. Il y aurait une droite qui passerait entre l'irréel et le réel. Non. Toutes les réponses sur la réalité vont être incluses dans le concept même, dans le cercle, dans les limites même de la théorie de la réalité. Donc, s'il y a quelque chose hors de la réalité qui est suffisamment réel pour affecter ou influencer la réalité, ça serait à l'intérieur de la réalité. Donc, ce que le principe de réalité fait, c'est qu'on suppose qu'on décrit l'ensemble de la réalité, aucune réalité externe, aucun jugement synthétique entre la réalité et quelque chose qui serait l'irréel. Donc, tout ce qui va être pertinent pour l'observation, les perceptions ou les théories sur comment fonctionnent nos perceptions, tout ce qui va être pertinent va être inclus dans cette théorie de la réalité. Et donc, ça positionne le CTMU, la théorie de la réalité développée par Langan, au niveau le plus profond avec lesquels vous pouvez choisir de décrire la réalité. Vous n'êtes pas dans une sous-théorie de la réalité, parce qu'une sous-théorie aurait des liens avec d'autres aspects de la réalité qui intégreraient comment cette sous-théorie interagit avec l'ensemble plus global de la réalité. Là, on est au niveau de la réalité le plus profond. Et donc, il y a une graine de ce principe de réalité qui est à la mesure de l'ambition de Langan, et ceci, c'est la manière dont il pense qu'on doit commencer par décrire la réalité, définir ce concept, et ensuite lui ajouter les principes qui vont lui permettre d'intégrer la réalité telle qu'on l'expérimente et telle qu'on la connaît scientifiquement par l'observation ou par nos théories qui expliquent la réalité. Bien que cette caractérisation de la réalité incorpore une définition circulaire de la pertinence, la circularité est essentielle au concept de réalité et n'exclut pas une base perceptuelle, observationnelle, scientifique. En effet, nous pouvons affiner la définition de la réalité comme suit. La réalité est l'agrégat perceptuel comprenant 1. Toutes les observations scientifiques qui ont été et seront faites, et 2. L'entière infrastructure explicative abstraite et ou cognitive de la perception, où l'abstrait est une généralisation syntactique de la signification concrète d'idées, de concepts ou de structures cognitives distribuées sur des instances physiques qui s'y conforment en tant que contenu conforme à la syntaxe. Le principe de la réalité semble être trivial, circulaire. La réalité, c'est tout ce qui est pertinent pour la réalité. Mais Langan nous dit,
D'abord, pour une super tautologie, nous avons ces définitions circulaires qui vont pointer les unes vers les autres. Donc c'est une graine du super tautologie qui pointe vers elle-même. La circularité est essentielle au projet de Langan. Non seulement ça, mais ça n'exclut pas une base perceptuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un point comptant de lui-même, pertinent pour lui-même, dans un paysage platonicien des idées. La réalité peut se raffiner, elle va se raffiner avec l'agrégat perceptuel, qui sont les observations scientifiques qui ont été faites ou seront faites, une notion d'actualité, d'extension de la théorie avec toutes les perceptions qui ont lieu ou qui auront lieu, et l'entière infrastructure des idées, des cognitions, de la perception, qui peuvent être développées sur ces instances physiques qui se conforment à ces idées. Donc toutes les théories scientifiques vraies, ça forme une infrastructure d'évolution de la réalité. Les instances physiques s'y conformant, cette structure scientifique, cette théorie scientifique qui est vraie, fait partie de la théorie de la réalité aussi. Donc il y a une base observationnelle et scientifique à cette théorie de la réalité. Ce n'est pas juste une abstraction complètement isolée de la réalité telle qu'on l'expérimente. Il convient de noter que toute définition revient à une théorie microscopique de la chose définie. Le principe de réalité, qui peut être considéré comme une définition générale de la réalité, en est un exemple. Cela peut être considéré comme le germe d'une théorie de la réalité que nous avons maintenant commencé à construire. En définissant la réalité comme autonome, auto-incluse, cette micro-théorie se dote d'une forme simple de fermeture. Elle ne fait appel à rien en dehors du définiendum au cours de sa définition, et interdit effectivement à toute extension future de cette définition de le faire. Ceci devient explicite dans un principe connexe, le map. Le principe de réalité définit la réalité comme ce qui ne fait appel qu'à soi-même et ce qui contient maximalement tout le réel, dont les perceptions et l'architecture abstraite de ces perceptions. Et donc, c'est déjà une micro-théorie de la chose définie. Là où la réalité serait quelque chose en ultra HD, le principe de réalité, c'est déjà une définition de cette image complète avec peut-être qu'un seul pixel. Mais c'est déjà un pixel qui décrit microscopiquement la chose définie, comme ce qui ne fait appel qu'à lui-même pour se définir. Le diagramme ici reflète cet aspect. La réalité ne fait appel qu'à elle-même. Donc cette définition de la réalité serait irréelle, où on aurait besoin d'une irréalité pour définir la réalité. Ça, c'est quelque chose qui est exclu. Et donc cette micro-définition de ce qu'est la réalité, chose qui est auto-incluse, qui ne fait appel qu'à elle-même, qui est maximalement extensive pour ce qui est de nos perceptions scientifiques, théories scientifiques de ces perceptions. C'est déjà une micro-théorie, une théorie qui est complète, mais avec un grain de définition extrêmement large, extrêmement imprécis. Et donc la réalité, ce n'est pas qu'un seul pixel qui fait appel qu'à lui-même. On voit bien qu'il y a des distinctions internes, c'est pas une seule chose. Et donc la question de Langan ensuite, c'est revenons à la liste. Donc la réalité est autonome, auto-incluse, elle est partout la même chose qu'elle-même, elle ne fait appel qu'à elle-même. Qu'en est-il de ces distinctions internes ? Le principe de réalité, c'est vraiment la théorie microscopique de la théorie de la réalité. C'est le point de départ et c'est aussi l'objectif. Comment définir une réalité telle qu'elle soit auto-incluse ? C'est pas quelque chose d'évident. Un objet, normalement, n'est pas auto-inclus à l'intérieur de lui-même. Et comment définir justement la réalité de façon qu'elle fasse appel qu'à elle-même ? Voici ça tout le projet du CTMU. Et une fois que ces choses sont exhibées, en fait, la principe de réalité sera aussi l'équation générale du CTMU qui reflète la manière dont Christopher Langan a résolu ce problème. Donc ce principe de réalité devient un principe à la fois de départ et aussi de fin. On résume le CTMU avec ce principe de réalité, que la réalité se contient elle-même avec sa structure particulière, ce qui fait de ce principe de réalité un aspect vraiment fondamental pour comprendre le CTMU et les travaux de Langan. La syndiphéonèse. La réalité est une relation, et chaque relation est une relation syndiphéonique, présentant une syndiphéonèse, ou différence dans la similitude. La réalité est donc une relation syndiphéonique. La syndiphéonèse implique que toute affirmation selon laquelle deux choses sont différentes implique qu'elles sont par réduction les mêmes. Si leur différence est réelle, elles se réduisent toutes les deux à une réalité commune et sont dans cette mesure similaires. La syndiphéonèse, le plus général des principes réducteurs, forme la base d'une nouvelle vision de la structure relationnelle de la réalité. Dans la mesure où la réalité, c'est à la fois une théorie, un prédicat être réel,
et l'ensemble de ce qui est contenu dans la réalité, l'ensemble des instances de la réalité, c'est une relation qui lie l'ensemble de ces instances sous le concept général de réalité. Donc il y a une relation entre des termes, tout ce qui est réel, et leur propriété commune d'être réel. Donc c'est une relation. Et chaque relation, nous dit Langan, est une relation syndiphéonique, c'est-à-dire différence dans la similitude. Différence, ce sont tous les différents aspects de la réalité, tous les différents termes, et la similitude, c'est le fait qu'ils soient dans une seule relation. Donc il y a un aspect cinétique qui font qu'ils sont similaires, ils se mettent ensemble sous une seule réalité. Donc ça, c'est pour le principe général. Mais même principe plus fondamental, toute relation présente une syndiphéonèse, c'est-à-dire que quand vous avez deux choses qui sont différentes, par réduction, sont les mêmes. Donc réduction, si vous avez deux espèces particulières d'animaux, un labrador et un caniche, ce sont deux chiens, n'est-ce pas? Donc vous pouvez réduire ces deux espèces de chiens à l'ensemble des chiens, disons. Donc c'est pour expliquer de manière simple la réduction. La syndiphéonèse dit que dès qu'il y a une relation, il y a une similitude dans les deux objets qui sont mis en relation, qui sont mis en comparaison. Vous dites qu'ils sont distincts, mais vous les observez ensemble, donc ils sont en relation dans la même réalité, sont observés ensemble par le même observateur, disons. Ce qui fait qu'il y a une réalité commune dans ces deux choses distinctes. Et donc, de manière très générale, la syndiphéonèse devient ce principe réducteur général qui affirme la réalité se structure selon des relations syndiphéoniques. Dans toutes les différences, on reste dans une seule réalité commune, ce qui crée une réduction de ces aspects différents de la réalité à une syntaxe commune. Donc le concept de syndiphéonèse peut être saisi en affirmant que l'expression et où l'existence de toute relation de différence comprend un support et une syntaxe commun, c'est-à-dire les règles d'état et de transformation caractérisant le support. C'est de ces règles que la relation tire ses caractéristiques spatiales et temporelles telles qu'exprimées à l'intérieur du support. Ainsi, une relation syndiphéonique consiste en une relation de différence intégrée dans un support relationnel dont les règles distribuées de structure et d'évolution soutiennent son existence. Le similaire ou le commun, c'est le médium, le support et la syntaxe de transformation de ce médium. Les deux particules, par exemple, elles diffèrent par leurs états ou leur position spatio-temporelle, mais elles ont une syntaxe commune, qui est la réalité commune qui les font émerger. Il y a des règles de transformation de leur état qui vont être communes aussi par les syntaxes distribuées. De manière générale, il y a une relation syndiphéonique qui traduit des médiums avec des règles de structure, d'évolution, qui permettent l'existence de ces différences, l'identification de ces différences à travers un médium qui permet des syntaxes communes d'attribution, d'existence de ces deux différences. Le similaire, c'est un similaire de médium et de syntaxe. Chaque relation syndiphéonique a des phases cinétiques et diphéoniques présentant respectivement une synèse et une diphéonèse. Similitude et différence, ou distributivité et localité paramétrique. Il présente deux formes de confinement, topologique et descriptive. Le support est associé à la phase cinétique, tandis que la relation de différence est associée à la phase diphéonique. Les règles d'état et la transformation du support y étant distribuées. Le support est homogène, ne possédant intrinsèquement qu'une extension relative du fait des relations de différence qu'il contient. Les termes diphéoniques étant liés à leur support d'expression commun et à sa syntaxe distributive de manière à combiner les aspects d'union et d'intersection, l'opération produisant le support à partir des termes s'appelle l'unisection. Le support cinétique représente le potentiel diphéonique dont la relation de différence est une actualisation. La synésis ou similitude est donc homogène, elle est distribuée, elle est descriptive, et ensuite, tout ce qui va être différent dans le support homogène, ça va être topologiquement inclus dans une séparation extensive comme des éléments dans un ensemble, topologiquement inclus dans l'ensemble, mais avec le support homogène qui, lui, possède déjà le potentiel diphéonique. Donc, c'est pas un ensemble qui serait construit en accumulant les éléments qui ont des différences absolues. Vous avez le nombre 1, 2, 3, n'est-ce pas, et qui serait absolument différent. Vous l'utilisez dans un ensemble et vous auriez une propriété cinétique que ce soit tous des nombres. Ce que Langan nous dit, c'est que le potentiel diphéonique est déjà dans le médium. Donc, la capacité de générer toutes ces différences est inclue dans le médium. Les diphéonèses sont topologiquement inclus dans la syntaxe homogène. Donc, il y aurait cette opération du fait de cette structure diphéonique, l'unisection qui, à partir de toute chose distincte,
Par exemple, pour les deux nombres distincts, vous faites l'unisection, vous avez le support général qui va être la théorie des nombres. Mais si vous prenez la théorie des nombres et une particule physique, vous allez faire encore une unisection, vous allez arriver à la réalité qui forme ce potentiel diphonique général, homogène, qui fait intervenir des relations de différence qui sont couplées dans une synèse qui peut être stratifiée à différents niveaux, puisque vous pouvez parler de toute relation va présenter cette syndiphonèse, mais elle sera aussi au niveau le plus général pour la théorie de la réalité, avec ce potentiel de diphonèse qui est sur ce médium homogène général de la théorie de la réalité. Ce diagramme syndiphonique générique illustre un fait simple. Toute relation de différence nécessite un support avec extension dans le paramètre différentiel. Comme illustré, le support distribue à la fois la relation linéaire x diffère de y et de ses termes, entités liées x et y, leur conférant une propriété de parenté commune équivalent à l'inclusion dans le support relationnel x unisecté avec y, où x unisecté avec y est le produit unisecte ou produit syntactique de x et y. Cet attribut commun invalide toute affirmation sur laquelle la différence entre les termes est absolue ou irréductible. Le simple fait que la différence puisse être exprimée linguistiquement ou géométriquement implique qu'elle n'est que partielle et que les deux termes sont des manifestations d'un seul et même support ontologique. Lorsque x et y représentent des parties ou des aspects arbitraires de la relation de différence appelée réalité, ce diagramme montre graphiquement que la réalité consiste finalement en un support ontologique unitaire. En conséquence, la théorie de la réalité doit être une théorie monique réduisant la réalité à ce support. Cette idée est développée plus avant dans le principe du monisme infocognitif. Donc ce diagramme, c'est le principe de réduction générale que représente le syndiphonèse. Pour toutes x et y qui sont différents, eh bien, il existe cette unisection x unisecté y qui pointe vers le support relationnel qui permet de faire apparaître à la fois x et y, c'est-à-dire ce support qui produit une homogénéité qui fait apparaître à la fois la différence x et y. Donc ce principe permet de faire apparaître la différence à l'intérieur du support homogène, ce qui permet de définir cette différence en étendant une réalité qui est auto-inclusive, qui ne réfère qu'à elle-même, puisque le support va être un aspect, le support général de la réalité va être un aspect de cette théorie de la réalité, et toutes les différences seront en fait des différences qui sont des actualisations de potentiel de différence. Notez que toute inhomogénéité syntactique par opposition informationnelle dans le support commun est en soi une relation de différence et invite donc à une reconstitution du diagramme. De même, toute inhomogénéité dans le support commun illustré par le diagramme recréé inviterait à une autre reproduction du diagramme, etc. Toute régression syndiphonique de ce type doit prendre fin, car sinon, il n'y aurait pas de syntaxe stable et donc pas de relation suffisamment stable pour être perçue ou conçue. La stabilité informationnelle de la réalité perceptuelle montre que la syntaxe de la réalité est stable. Donc ce diagramme qu'on applique facilement pour juste deux termes différents, en fait pour tous deux termes différents, ce diagramme s'applique, ce qui explique qu'il y a cette possibilité de régression syndiphonique qui aboutit à ce médium homogène qui fait que toute relation en général est syndiphonique, parce que toute relation converge vers ce médium qui contient toutes les syntaxes de potentiel de différence. Donc on ne voit pas la réalité à travers la syntaxe générale de la réalité, nous voyons la réalité. Nous la percevons, le concevons d'abord avec des différences. Donc, ce que nous dit Langan, c'est que on peut toujours croire à cette syndiphonèse, parce que la réalité que nous observons est stable. Il y a des structures stables de perception qui nous permettent de relier toutes nos perceptions entre elles dans une syntaxe commune, qui est l'union de notre conscience, disons. Ça montre que la réalité n'admet pas de coupure ou différents aspects de la réalité ne soient pas mis en syntaxe avec les autres. Nous ne sommes pas en train de percevoir à chaque instant un objet ici dans la 6e dimension, 7e dimension, 9e dimension, qui ait rien à voir avec notre espace-temps. Il y a une stabilité perceptuelle qui montre que cette réduction syndiphonique est légitime dans le concept de la réalité tel qu'on l'expérimente. Donc notre réalité dans laquelle on est inclus admet cette régression syndiphonique, car seule une régression syndiphonique permet de donner l'unité de toutes les différences qu'on observe dans une syntaxe qu'on soit capable de digérer. Le diagramme ci-dessus pourrait être exprimé de manière compacte comme suit. La syndiphonèse de x unisecté y
est couplée à la difféonèse de x, y. Par exemple, la signifiance de nom a, x, unicité à nom b de x, correspond à la difféonèse de nom a de x, nom b de x, signifie que lorsque la nomologie a de x et la nomologie b de x sont des ensembles de lois auxquels le système x obéit à différents moments, emplacement au cadre de référence a et b dans le système x, il existe un ensemble supplémentaire de lois, nom a de x, unicité à nom b de x, en fonction duquel cette différence peut être exprimée. Cela montre qu'à un certain niveau, la covariance générale doit tenir. Ce n'est pas simplement vrai jusqu'à l'isomorphisme avec x, même si plusieurs ensembles de lois valides peuvent être distingués, l'un d'entre eux pouvant être actif à un endroit donné, A, B, etc. Dans X, on aurait X de A qui répondrait à l'homologie A, X de B qui répondrait à l'homologie 2, où les indices numériques désignent la distinction homologique. Toute différence distinguable entre ces ensembles nécessite également une syntaxe commune. La cohérence informationnelle est donc une condition sine qua non d'une existence reconnaissable. Tout système dans lequel elle échouerait se décohérerait simplement faute de quoi tenir. Quand vous avez un objet X qui répond selon à des nomologies A ou B, qui sont l'ensemble des lois qui définissent ce que l'objet fait, comment il apparaît, son emplacement, son cadre, non seulement il y a un isomorphisme de X qui incarne ces lois, de cette façon, mais ces différentes lois, aux ensembles de lois qu'il incarne, doivent également avoir une syntaxe qui les distingue, parce que sinon, quand X obéit à la loi A, vous l'observez et vous dites bah, c'est vrai, X ensuite obéit à la loi B, c'est vrai, mais si vous ne pouvez pas différencier les nomologies A et B, il n'y aurait aucune perception, stabilité perceptuelle, le monde passerait de A et B sans que vous ayez compris que les lois aient changé entre A et B. Donc la stabilité de la perception, c'est pas seulement et la signification, c'est pas seulement les potentiels de différence, mais aussi c'est une certaine forme de consolidation des différences dans des syntaxes qui permettent même de paramétrer les différences elles-mêmes. Donc d'avoir une distinguabilité, une cohérence informationnelle générale, donc une cohérence générale de lois qui s'appliquent et qui vont permettre à la réalité, à l'observateur, de différencier à la fois qu'on est dans A et B, et comprendre la différence de situation. Donc il y a des langages communs, des différentes lois qui peuvent s'appliquer à différents objets. En d'autres termes, lorsque les distinctions d'informations concernant un système X sont considérées comme des instantiations de lois, elles peuvent également être considérées comme des expressions conformes à la syntaxe. Et 2, l'expression des différentes nécessite une syntaxe d'expression unifiée ou ensemble de lois, et cette syntaxe doit être distribuée sur l'ensemble des expressions différentielles ou instantiations de lois. Par exemple, lorsque X est une intersection perceptuelle constituée d'objets, d'attributs et d'événements généralement reconnaissables, les lois de la perception doivent en définitive être constantes et distribuées. Lorsqu'il existe une différence nomologique présumée pour une paire de loci A et B, la covariance syntactique réductive s'applique en raison de la nécessité d'un support d'expression, et lorsqu'il existe de telles différences pour n'importe quelle paire de loci A et B, la covariance syntactique s'applique a fortiori, sans besoin de réduction. Quand un objet obéit à des lois, il obéit à la syntaxe de ces lois. Puisque vous pouvez réaliser la réduction syndiphéonique, eh bien, il existe cette syntaxe générale, covariante, qui s'applique à vos objets qui peuvent être une intersection perceptuelle d'objets, d'attributs, d'événements. Les lois de la perception doivent s'appuyer sur ces lois distribuées pour fournir cette perception stable, puisque dès que vous avez des différences nomologiques A et B, qui seraient des exemples de coupures de votre perception qui obéissent à deux types de lois, vous pouvez, par réduction syndiphéonique, exhiber l'existence d'un support d'expression générale qui fait émerger ce potentiel de ces deux lois. Et quand vous n'avez plus qu'un médium général, toutes vos paires de lois A et B, il n'y a plus de différence entre elles, la covariance s'applique a fortiori sans besoin de réduction. Donc c'est l'évidence du fait qu'il existe ce médium de syntaxe générale qui est une réduction ultime de la syndiphéonique qui s'applique sur l'ensemble des perceptions, des observations scientifiques, mais qui vont également s'appliquer même à l'architecture théorique qui explique les perceptions. Les relations syndiphéoniques peuvent être considérées comme des éléments de réseaux infocognitifs plus complexes, ayant des dimensions spatiales et temporelles, ordinales, stratificatives. Interprétés selon les principes de dualité du CTMU, les réseaux infocognitifs comprennent des relations logiques d'état et de syntaxe. La régression
d'un de ces réseaux par unisection conduit finalement à un support syntaxique d'une généralité et d'une homogénéité parfaite, un opérateur syntactique universel et réflexif. Les relations syndéphoniques sont ces principes réducteurs primitifs de toute différence. Donc, toute différence au sein de la réalité sont des relations syndéphoniques. Donc, ces relations syndéphoniques comprennent les dimensions spatiales et temporelles de la réalité, où le temps, c'est une notion ordinale, stratificative. Stratificative, la syntaxe qui est stratifiée sous de la syntaxe ou au-dessus de d'autres syntaxes, de manière à donner un ordre temporel à l'évolution de la réalité. Donc cette dimension à la fois spatiale et temporelle vont être dans des réseaux infocognitifs qui sont le médium général dans lequel se quantise la réalité, avec des principes de dualité. Ces relations syndéphoniques qui sont spatiales temporelles peuvent par dualité se conformer à des relations logiques entre état et syntaxe, refléter les relations, le contenu et la syntaxe qui définit ce contenu. Donc il y a un aspect non seulement géométrique, mais aussi logique de ces relations syndéphoniques. Et l'unisection qu'on vient de définir sur ces relations syndéphoniques conduit au support d'une généralité et d'une homogénéité parfaite sur à la fois la logique, la syntaxe, toutes les syntaxes qui sont identifiées dans la réalité, tous les états qui sont identifiés à partir de cette syntaxe, toutes les relations spatio-temporelle par unisection et un support syntactique d'une généralité homogénée parfaite sur tous ces éléments. Et c'est l'opérateur syntactique universel et réflexif qui est la réalité ultime de cette synèse et cette diphionèse, qui est une première en fait apparition de la définition de l'organe du Global Operator Descriptor, du directeur intention extension universelle, donc du Dieu, qui est cet opérateur syntactique universel réflexif qu'on obtient par unisection. Donc il y a une structure du CTMU qui fournit à l'arrêté un moyen de développer les différences, qui la garde liée par unisection jusqu'à l'opérateur universel et réflexif, qui comprend à la fois la logique avec les états syntaxes et aussi par dualité avec l'aspect spatio-temporel de la réalité. En effet, la syndéphionèse est une tautologie métalogique équivalent à un paradoxe d'autorésolution. Le paradoxe réside dans la coïncidence de la similitude et de la différence, tandis qu'une résolution de la théorie des types est inhérente à la distinction logique et mathématique qui les sépare, c'est-à-dire la dimension stratificative d'un réseau infocognitif. Ainsi, réduire la réalité à une diphionèse revient à la paradoxiformer. Cela a un avantage, une théorie et ou une réalité construite d'un paradoxe autorésolvant et immunisée contre le paradoxe. Pourquoi est-ce que la syndéphionèse est un paradoxe autorésolvant? Quand on voit le détail que donne Langan, on peut voir que, supposons que la réalité serait un ensemble de lois venant d'une homologie A et de lois venant d'une homologie B, qui peuvent être des compétitions de lois, eh bien, il y a cette unisection qui résout ces deux apparentes compétitions de ce qu'est la réalité, qui fournirait un paradoxe. A et B donnent une sortie différente. La syndéphionèse affirme tautologiquement qu'il y a une similitude dans la différence, et donc il y a une manière de les distinguer, une manière de les séparer. Et donc la réalité se donne ce langage commun qui permet non pas d'avoir l'homologie A d'un côté, l'homologie B d'un côté, sans pouvoir qualifier les différences entre A et B et rendre cette différence réelle, mais intégrer les deux nomologies apparemment paradoxales dans une seule nomologie qui garantit l'identifiabilité de la différence elle-même, qui fait qu'il n'y a pas de paradoxe. Puisque la réalité, dans son ensemble, identifie bien à la fois la nomologie A et la nomologie B et les cadres dans lesquels les deux s'appliquent. Là où le principe de réalité fournit une inclusion, une auto-inclusion, bien la syndéphionèse crée de la différence en se protégeant, a priori, tautologiquement, de tout paradoxe qui casserait la covariance générale, le fait qu'il y ait des lois générales qui permettent l'identification du médium commun qui sépare les deux différences. Donc voilà pourquoi la syndéphionèse est une tautologie métalogique d'autorésolution. La similitude, la différence, la théorie des types permet de ranger avec des types particuliers des similitudes et de créer des différences dans des classes de similitudes, des classes de types. Ce sont des théories qui vont impliquer logique et mathématiques. Donc la syndéphionèse, c'est pas simplement un principe général d'autorésolution, il y a une stratification des niveaux de résolution avec des infocognitions plus locales qui vont obéir à des distributions de lois potentiellement logiques et mathématiques qui vont identifier les différences entre ces infocognitions locales jusqu'à
l'opérateur syntactique universel et réflexif Dieu. Donc il y a une théorie des types qui va se rajouter à ça, disons. C'est comme ça que je comprends. Avec l'opérateur universel qui, lui, réalise le paradoxe autorésolvant. Ce paradoxe autorésolvant qui se distribue jusqu'à des opérateurs locaux qui, eux aussi, vont avoir cette signiphionèse, donc cette syntaxe qui fait que notre perception est aussi quelque chose qui résout les paradoxes, même triviaux. Donc là, il y a toujours une syntaxe qu'on peut utiliser pour unifier la diphionèse qu'on observe et qu'on conçoit. La réalité devient une sidiphionèse, ce qui prévient tout paradoxe, et donc Langan se prémunit contre les effets que pourrait conduire de fournir un cadre rigide de lois qui aboutissent à des paradoxes. On part de principes généraux. Qu'est-ce que la réalité ? Ça contient maximalement tout le réel sous une forme autocontenue, et c'est une relation sidiphonique qui résout le paradoxe en créant des syntaxes globales qui permettent de contenir toutes les syntaxes différenciantes et de contenir aussi leurs distinctions pour fournir un opérateur homogène global qui contient toutes ces différences entre elles et qui résout tout apparent paradoxe par ce principe de sidiphionèse. Donc voilà pourquoi cette sidiphionèse est appelée paradoxe autorésolvant. Jusqu'ici, nous savons que la réalité est une relation sidiphonique autonome ou autocontenue. Nous avons également accès à un type de diagramme instructif que nous pouvons utiliser pour illustrer certains des principes qui suivent. Voyons donc si nous pouvons en apprendre davantage sur le type de relation sidiphonique, autonome ou autocontenue, qu'est la réalité. La sidiphionèse, c'est ce principe qui présente la réalité comme une relation sidiphonique, c'est-à-dire où les différences sont couplées à des similitudes. La synèse est couplée à la diphionèse. Cette relation permet l'existence de différences, d'inclusion topologique d'entités à l'intérieur d'un médium, tout en ayant une unité descriptive, tout en ayant une unité syntaxique qui permet d'exprimer toutes les différences dans un médium homogène commun. Ce principe permet de faire émerger la différence au sein de cette réalité autocontenue en prévenant des paradoxes qui pourraient intervenir du fait de compétition entre plusieurs nomologies qui auraient des conclusions distinctes sur ce qui est réel ou non réel, puisque ces nomologies vont aboutir à une nomologie plus profonde qui explique ces différences. Donc il y a une génération de la diversité au sein de la réalité qui est contrôlée par de la sidiphionèse, par ce principe. Ce principe de sidiphionèse, il explique la différence et la similitude, cet aspect autodual de l'infocognition entre la différence et la similitude. Infocognition entre information et cognition. Cognition, la syntaxe qui se distribue sur des informations. Cette dualité aussi qui va émerger de façon plus générale entre la syntaxe passive de perception, mais aussi de génération, c'est-à-dire que la génération de la réalité, c'est des distributions de syntaxe sur des instances qui vont implémenter ces nouvelles syntaxes. Donc il y a une forme de génération de la réalité par la sidiphionèse qui conserve justement cette structure, et aussi perception de la réalité, donc la stabilité de la réalité perceptive est expliquée par cette sidiphionèse aussi. Et la sidiphionèse qui se stratifie en réseau d'infocognition, qui a une structure qu'on va pouvoir développer, mais qui est cette relation tautologique de base, de dire il y a une réalité qui contient toute la réalité, principe de réalité, sidiphionèse, il y a une différence qui reste dans la similitude avec toutes les implications qu'on vient de décrire. Le principe de la réductibilité linguistique. La réalité est une forme de langage autonome ou autocontenu. Cela est vrai pour au moins deux raisons. Premièrement, bien qu'elle soit matérielle et concrète à certains égards, la réalité est conforme à la définition algébrique d'un langage, c'est-à-dire qu'elle intègre 1. Des représentations d'individus, analogues à des objets, des relations et attributs, analogues à l'espace, et des fonctions et opérations, analogues au temps, un ensemble d'expressions ou d'états perceptuels, et 3. Une syntaxe consistant en petit a, des règles de structure logique et géométrique, et petit b, une grammaire générative, inductive-déductive, identifiable aux lois de la transition d'état. Une façon traditionnelle de voir le langage est de considérer qu'il y a une réalité matérielle et concrète et que le langage extrait de l'information sur cette réalité concrète et ensuite cette information est rangée dans un langage qui permet ensuite de manipuler cette information au sein de structures cognitives ou linguistiques. Langan nous dit la réalité est une forme de langage autocontenu
Et la relation entre langage et la réalité, c'est que la réalité, quand on l'observe, il y a des individus, les objets qu'on observe, des relations et attributs qui sont vérifiés par ces individus, qui sont analogues à l'espace. Et ces relations et attributs, c'est des composantes linguistiques. Et on dit que donc l'espace qu'on observe, c'est analogue à des relations qui sont entretenues entre des objets, donc des relations qui peuvent être comprises de manière linguistique, des fonctions et des opérations qui sont les composantes linguistiques qui sont analogues au temps, une évolution au cours du temps par des fonctions, opérations d'un état vers un autre, de relations et attributs vers d'autres, des ensembles d'expressions ou d'états perceptuels, donc une situation particulière, quelque chose qui a lieu dans cette réalité, donc une expression de ce qui est en train de se passer, qui peut être assimilée à une expression linguistique, d'une expression donc logique avec des composantes non logiques qui expriment la situation de ce qui est en train d'être perçu. Et une syntaxe qui est plus l'architecture, la logique d'évolution, qui est les règles de structure logique et géométrique, la présence, les positions des objets relativement aux autres. Et ensuite, une grammaire générative, inductive, déductive, identifiable aux lois de la transition d'état. Ça, c'est en fonction des composantes qui se rangent dans des structures logiques et géométriques. Il y a une transformation donc, de la réalité, de l'observation, de cette réalité qu'on pensait concrète, suivant des lois de transition d'une situation à une autre. Il range ça à la fois déductive, à partir de principes on déduit la suite, ou inductive, c'est-à-dire une génération de nouvelles lois qui induisent de nouvelles lois de transition d'état. Donc une double possibilité à la fois déductive à partir de lois prédéfinies ou inductive, une réponse inductive générative à une situation. Donc, toutes ces réinterprétations de la réalité perceptuelle qu'on pense être cette réalité concrète, ça démontre l'algèbre, les relations logiques qui émergent entre les composants de la perception, qui font que la réalité forme une forme de langage qui s'appliquerait sur ces individus, créerait des expressions à partir des relations, des fonctions qu'on peut extraire sur ces individus, qui forment des états perceptuels. Je vois que ces individus-là sont dans cette relation et évoluent d'une certaine façon, et déduire donc les règles structurelles syntaxiques de comment ces lois se définissent et comment elles évoluent, comment elles transitionnent vers d'autres lois. Donc, comme s'il y avait les entrées d'un langage, la grammaire qui crée, qui génère de nouvelles phrases, donc qui crée une sortie qui est un nouvel état perceptuel sur la réalité. Deuxièmement, comme la perception et la cognition sont des langages et que la réalité est de nature cognitive et perceptuelle, elle est également un langage. Le premier point, c'est pour dire que l'aspect objectif de la réalité peut être identifié à des schémas linguistiques. La partie objective de la réalité est un langage. Et le deuxième point, c'est que la partie subjective de notre perception-cognition, ce sont aussi des langages. On extrait l'information, on les traite l'information. Puisque la réalité est de nature construite sur la perception et la cognition, c'est également un langage du point de vue subjectif. Bien qu'il y ait eu beaucoup de programmes réductionnistes en sciences et en philosophie, la réduction promise est toujours la même, un langage théorique. Parce que c'est nécessairement vrai, le langage est fondamental. Le fait que la plupart de ces théories, par exemple les théories de la physique, soulignent le statut fondamental de quelque chose d'objectif et d'indépendant du langage, par exemple la matière et ou l'énergie, n'a aucune importance. Car le fait d'indiquer lui-même invoque un isomorphisme entre la théorie et la réalité objective. Un isomorphisme soumis au principe de réalité et qui ne pourrait exister que si la réalité partageait la structure linguistique de la théorie elle-même. Quoi que soit la thèse scientifique ou philosophique, elle aboutit dans une publication scientifique ou dans un livre, et donc elle prend une forme linguistique. Donc la manière dont on a de connaître la réalité, de la représenter, est nécessairement linguistique, parce que c'est la forme que prend la connaissance. Langan dit, même ontologiquement, si vous avez une réalité qui est supposée être objective, la matière ou l'énergie, donc vous décrivez linguistiquement quelque chose que vous considérez être objectif, l'isomorphisme qui fait le lien entre votre théorie et la réalité objective est soumis au principe de réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'irréel, cet isomorphisme, ce lien. La nature linguistique de votre objectif est en fait quelque chose qui fait partie de la réalité. Et donc, la réalité se réduit linguistiquement, automatiquement, par la forme que prend la connaissance. Peut-être le sens de ce principe peut-il être exprimé de la manière la plus concise par une généralisation de l'aphorisme « Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire ». Ce qui ne peut être décrit linguistiquement ne peut être ni perçu ni conçu. Ainsi, à des fins théoriques et observationnelles de la science et de la théorie de la réalité, ce qui est non isomorphe au langage est au-delà de toute considération en tant que composant de la réalité. Donc, toutes les théories sont linguistiques, mais est-ce que
tout ce qui fait partie de la théorie de la réalité peut être décrit linguistiquement. Donc là, Langen utilise une version de l'aphorisme de Ludwig Wittgenstein, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire, en disant ce qui ne peut pas être décrit linguistiquement ne peut être ni perçu ni conçu, et donc il est hors du cadre de la théorie de la réalité. Ce n'est pas un composant de la réalité qu'on est en train de définir, c'est-à-dire que toutes les composantes de tout ce qui est réel, quand il dit que la réalité contient tout et seulement ce qui est réel, tout ce qui est réel est identifié linguistiquement. Il y a une manière de l'identifier, de le désigner, de décrire la syntaxe, la structure particulière de cette chose, de la distinguer d'une autre. Voilà une limite qui est une limite d'hygiène à la théorie de la réalité, ce qui permet d'étudier la structure linguistique du réel, puisque la théorie de la réalité évacue tout ce qui serait non linguistique. Dans ce diagramme signifionique, l'affirmation « le langage diffère de la réalité » est présenté le long d'un segment de droite prolongé présentant la différence supposée entre les deux termes. Tout comme dans le diagramme générique ci-dessus, les deux termes possèdent l'attribut inclusion dans le support syntaxique relationnel, langage, unicité et réalité, parce qu'ils sont tous les deux des manifestations du même support sous-jacent, leur différence ne peut être absolue. À un niveau fondamental, la réalité et le langage partagent des aspects communs. Ceci est consistant avec la nature de la relation de différence, qui est en réalité supposé représenter un isomorphisme sémantique et modèle théorique. La réalité est le langage qui décrit isomorphiquement la réalité, qui reproduit ses individus, ses relations, ses fonctions, ses structures, ses expressions d'état. Ces deux aspects, on peut prendre l'unisection et pointer vers le médium commun qui distribue la même syntaxe, qui crée la synèse entre le langage et la réalité, en distribuant les syntaxes communes qui rend le langage d'un côté et la réalité isomorphes, partageant les mêmes structures. Donc il y a ce médium commun qui crée l'unisection, qui exhibe cette nature prélinguistique de la réalité. Plus loin, on verra que la réalité elle-même est comprise comme un langage, c'est-à-dire une identification de la réalité au langage, puisque n'est inclus dans la réalité, dans la théorie de la réalité, que ce qui est linguistique. Comme nous l'avons déjà vu, le principe de réalité dit que la réalité contient tout et seulement ce qui est réel. Tel que défini par cette affirmation, le prédicat « réalité » est principalement une construction linguistique conforme à la structure syntactique, où la syntaxe consiste en des règles selon lesquelles les prédicats sont construits et interprétés. En ce sens, la réalité constitue une sorte de théorie dont les axiomes et les règles d'inférence sont implicitement fournis par la composante logique de la syntaxe conceptuelle dans laquelle elle est exprimée. Le principe de la réductibilité linguistique ne fait que clarifier la question de savoir si la réalité est un prédicat linguistique ou le contenu objectif d'un tel prédicat, en affirmant qu'il s'agit des deux. Ainsi, lorsque le prédicat de réalité est analytiquement ou syntactiquement auto-inclus, la réalité est également auto-inclus. Ceci peut être exprimé comme suit. Au niveau de la syntaxe cognitive perceptuelle, la réalité équivaut à la théorie de la réalité. Là où la théorie et l'univers convergent, le rasoir d'Occam et les principes physiques d'économie deviennent des tautologies. Le principe de réalité dit que la réalité contient tout et seulement ce qui est réel. On a un prédicat, la réalité, qui est attribué à l'univers de ce qui est réel. Donc il y a un langage d'attribution qui construit une théorie de la réalité et qui fournit les composantes logiques qui sont employées pour définir cette théorie de la réalité. À partir de cette théorie de la réalité, on peut identifier l'univers qui satisfait la théorie de la réalité, donc qui devient réel. Le principe de la réductibilité linguistique, puisque la réalité devient linguistique, crée une simplification par le fait que non seulement la réalité est un prédicat linguistique, c'est-à-dire une forme de théorie de la réalité, mais le contenu qui satisfait ce prédicat, c'est également une construction linguistique, un langage. C'est la réalité en tant que langage, en tant que cible de la description être réel. C'est également un langage. Donc le prédicat de réalité devient analytiquement auto-contenu, ce qui rend la réalité équivalente à la théorie de la réalité. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire qu'être réel ? C'est de satisfaire la théorie de la réalité. Donc ce prédicat être réel, c'est satisfaire la théorie de la réalité. Ce qui satisfait la théorie de la réalité, c'est ce contenu linguistique qui est exprimé selon la théorie de la réalité elle-même. Donc il y a une convergence de la théorie de l'univers. Rasoir d'Occam, les principes physiques d'économie deviennent des tautologies, dans le sens où il n'y a pas de langage externe qui applique la théorie de la réalité à la réalité. La théorie de la réalité s'exprime intrinsèquement et ses composantes syntactiques internes, donc s'exprime
à travers la réalité. Donc la réalité que vous pouvez souhaiter identifier comme réalité, c'est la théorie de la réalité elle-même, au niveau non pas du contenu, mais au niveau de la syntaxe cognitive perceptuelle qui peut être vérifiée, qui peut être inférée. Donc les règles d'inférence des axiomes, donc tout ce qui est relatif à la théorie de la réalité, devient équivalent à cette réalité. Parce que la perception est une intersection sensorielle de l'esprit et de la réalité, la perception est impossible sans cognition. Et dans cette mesure, le prédicat cognitif réalité équivaut à leur contenu perceptuel. Au niveau de la syntaxe cognitive et perceptuelle, le langage est nécessairement isomorphe à ce qu'il décrit. Dans une réalité perceptuelle comme celle qui existe autour de nous, il est tautologiquement vrai que le langage de base de la cognition et de la perception est syntaxiquement isomorphe à la réalité, bien que l'illusion et l'erreur deviennent possibles au niveau sémantique. Il s'ensuit que nous pouvons parler de réalité en termes de cognition et perception généralisée, où cette phrase dénote la conformité à la cognition et à la perception au niveau syntaxique. En particulier, la cognition généralisée est ce processus par lequel la réalité se reconnaît partout. On peut se tromper au niveau sémantique sur l'information extraite de perception. On peut penser par un effet de mirage qu'il y a une oasis toute proche de nous alors qu'elle se trouve plus loin par un phénomène optique. Mais niveau perceptuel cognitif, le langage est isomorphe à ce qu'on décrit, on extrait linguistiquement l'information, et ce langage cognitif et perceptuel est isomorphe à la réalité, puisque la réalité fournit cette information par l'existence de cette syntaxe qui permet de communiquer avec la réalité. Donc il y a un isomorphisme avec cette réalité, qui sémantiquement on peut créer des erreurs, mais syntaxiquement permet l'extraction d'informations de la réalité par la perception et notre cognition. Donc, la réalité peut être décrite en termes de cognition, perception généralisée, puisque syntaxiquement, la réalité fournit des perceptions et des cognitions au-dessus de ces perceptions qui catégorisent ces perceptions. La cognition généralisée devient par suite le processus par lequel la réalité se reconnaît partout, c'est-à-dire qu'il y a une conformité syntaxique globale qui peut se décrire sous forme de cognition généralisée. Le principe de la réductibilité linguistique donne le mandat d'ajouter une forme avancée de théorie du langage à l'arsenal mathématique de la théorie de la réalité. Les avantages réalité théoriques de cet ajout sont incalculables. Dans la théorie physique conventionnelle, les entités fondamentales sont des particules ponctuelles, des ondes et plus récemment des cordes. Chaque classe d'objets a ses problèmes et ses paradoxes. Dans le CTMU, les objets fondamentaux sont des opérateurs syntactiques, unités d'information autotransductives ou infocognition, capable non seulement d'émuler tous ces objets et plus, mais aussi de contenir les structures syntaxiques auxquelles ils doivent inévitablement se conformer et résoudre leurs paradoxes caractéristiques dans le même temps. Parce que le sens équivaut à la cognitivité segmentique et est donc linguistique dans tous les sens du terme, le passage à une perspective linguistique est indispensable à la téléologie ou à toute autre forme de sens. Le principe de réduction linguistique de la réalité du CTMU, qui s'appuie sur une généralisation de l'aphorisme de Wittgenstein que ce qui peut être perçu ou conçu va être linguistiquement pertinent et donc va être intégré dans la théorie de la réalité, donne au CTMU une théorie du langage et donc un arsenal très puissant pour la modélisation de la réalité. Puissant parce qu'il y a une capacité de description de l'objectif avec les individus, les relations spatiales qui sont exhibées linguistiquement en termes de relations, les fonctions qui exhibent des évolutions temporelles, les expressions qui caractérisent des états généraux, d'états cognitivo-perceptifs ou des grammaires particulières qui décrivent des lois. Donc il y a une puissance du langage pour décrire l'objectif. Il y a aussi une puissance du langage pour décrire le subjectif, puisque tout ce qui va être cognitivo-perceptuel va être extrait linguistiquement et donc va faire partie de cette théorie de la réalité. Donc, il y a cette puissance descriptive du langage. Il y a aussi le fait que la perception et cognition, qui est la manière de connaître la réalité, avec une syntaxe qui permet d'extraire et de communiquer selon justement les lois de la perception et de la cognition. Cette perception généralisée va aussi linguistiquement amener tout ce qui est communication entre entités, cognition et perception aussi de notre manière de connaître au sein de ce langage général, qui va permettre de modéliser la cognition et la perception en même temps que la théorie objective qui va se concentrer plus sur des particules, sur
sur des objets particuliers. Tous ces objets particuliers physiques qui sont théorisés dans les théories scientifiques sont aussi simulables avec des composants, des éléments linguistiques, avec ces opérateurs syntactiques qui peuvent non seulement introduire les lois qui s'appliquent sur ces objets, mais aussi introduire des principes de résolution de paradoxes avec la syndiphéonèse qui va résoudre par une dissection tout problème de paradoxe entre plusieurs théories en créant cette synèse dans la différence et en structurant justement les différences. Donc non seulement une capacité de modélisation très puissante, mais aussi un intérêt théorique sur la cohérence de la réalité, l'absence de paradoxes qui vont émerger de cette réductibilité linguistique. Non seulement ça, mais aussi donc le sens de la réalité pour donner un sens, un principe d'évolution de cette réalité. Le sens, c'est les cognitivité sémantique, c'est-à-dire l'identification de quelque chose de positif, de bénéfique pour la réalité, et ensuite des structures linguistiques qui vont guider la réalité localement vers ces structures sémantiques qui sont considérées être positives. Donc il y a un moyen de développer aussi non seulement une description objective de tout le réel, une description qui est aussi satisfaisante théoriquement avec l'absence de paradoxe, mais aussi un sens qui s'appuie au-delà de ça. Le fait que la théorie soit linguistique aussi, il y a une forme de réflexivité. Par le fait que la théorie de la réalité, ça va être une théorie qui attribue la théorie de la réalité, le prédicat de réalité, à un univers, et le fait que cet univers soit linguistique, ça donne aussi un rasoir d'Occam où la théorie de l'univers peuvent se décrire. La théorie de la réalité devient équivalente à la réalité au niveau des syntaxes de description, de théorisation de ce qu'est la réalité. Donc, on a tout un ensemble de bénéfices que Langan qualifie d'ajouts incalculables pour la description de la théorie de la réalité. Donc, on a le principe de réalité, la réalité autocontenue, la diversité qui émerge au sein de cette réalité sous une forme contrôlée avec la syndiphéonèse. Et le principe de réductibilité linguistique permet d'intégrer les structures temporelles, spatiales, cognitivo-perceptuelles à l'intérieur de cette réalité par la théorie du langage, et donc de donner une diversité qui est extrêmement structurée et puissante et capable de décrire aussi notre expérience du réel. Donc c'est la puissance du principe de réductibilité linguistique que présente Langan, et qui est le troisième principe préliminaire avant les trois principes généraux qui vont simuler l'exhaustivité, la fermeture et la consistance de la supertautologie de la réalité, qui s'appuiera sur cette relation syndiphéonique linguistique autocontenue. Maintenant, nous savons que la réalité est une relation syndiphéonique linguistique autocontenue ou autonome, même si nous semblons toujours la connaître d'un point de vue externe, d'une manière plutôt non spécifique. Où devrions-nous aller ensuite à la recherche d'indices ? À ce stade, nous pourrions vraiment utiliser un map, ou en langue originale, une carte.